Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver ce lundi, premier numéro de la semaine. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Maël pour le grand journal, Journal François, à Saint-Étienne, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Maël, l'affaire de Donald Trump face à ses nombreuses inculpations. Donald Trump dépense des sommes colossales pour s'offrir la meilleure défense possible. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Alors qu'il sera jugé à partir de mars prochain pour ses tentatives présumées d'inverser le résultat de l'élection de 2020, Donald Trump renforce son armada de défense face à ses déboires judiciaires. Il a énormément de juristes, on parle d'une centaine sur l'ensemble des affaires, mais comprenez quand même que pour certaines de ces affaires, comme celle au niveau fédéral, il y a 11 millions de documents à compulser, à comprendre, à analyser, à trier et sur lesquels il faut présenter une défense. Donc il faut effectivement beaucoup de monde et de gros cerveaux pour faire la synthèse de tout cela. S'il ne travaille plus avec son avocat personnel, l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, l'ancien président s'est entouré de cabinets renommés. Face aux accusations d'entrave à l'élection de 2020, il engage début août l'avocat John F. Lauro, décrit par les médias américains comme un spécialiste de la criminalité en col blanc. John F. Lauro a notamment défendu un arbitre corrompu de la NBA, condamné pour avoir parié sur ses propres matchs. À ses côtés sur le banc de la défense, l'avocat Todd Blanche, qui représente également Donald Trump à Miami, où la justice fédérale l'accuse d'avoir négligé des documents confidentiels. Todd Blanche défend aussi l'ancien président dans l'affaire dite Stormy Daniels, du nom de l'actrice pornographique dont il est accusé d'avoir acheté le silence pour ne pas compromettre son élection en 2016. Enfin, le 24 août, peu avant son arrestation à la prison d'Atlanta pour ses pressions électorales présumées dans l'État de Géorgie, Donald Trump engage l'avocat Steve Sadow, connu pour avoir défendu plusieurs rappeurs américains. Sadow est une personnalité très forte en Géorgie particulièrement. Il a c'est vrai, défendu des mafieux et c'est bien pour ça que Donald Trump le prend, non pas parce qu'il a défendu des mafieux, parce qu'il connaît très bien la loi sous laquelle il est attaqué aujourd'hui et donc cet avocat saura faire. Des avocats célèbres et dont le travail se paye cher. Selon un décompte de l'observatoire américain Open Secrets, depuis 2016, Donald Trump aurait dépensé plus de 130 millions de dollars en frais de justice, dont 26 millions rien que pour le premier semestre 2023. La guerre en Ukraine continue. Guerre en Ukraine qui affirme avoir repris le village de Robotine sur le front. Cette prise symbolique permet aux forces ukrainiennes de pénétrer les lignes logistiques russes et de prendre le chemin de plus grandes localités dans Melitopol. Voici un reportage à signer Euronews. Les forces ukrainiennes revendiquent des avancées importantes dans leur contre-offensive dans la région de Zaporizhzhia. Le ministère de la Défense affirme que l'armée a complètement repris le contrôle de l'une des localités stratégiques du secteur, le village de Robotine. Збройні сили України на півдні продовжують наступальні дії. Після звільнення Роботино наші збройні сили рухаються південно-східніше цього населеного пункту і рухаються по напрямках Новоданилівка, Новопрокіпівка, Мала Токмачка, Очеретувати. Le ministère russe de la Défense fait état de violents combats dans la région de Donetsk, près de la ville de Barmout, où les forces russes utiliseraient massivement l'artillerie. La crainte est de voir désormais la Russie lancer des dizaines de milliers d'hommes dans la région afin de percer le front et de forcer l'Ukraine à se détourner de ses axes d'attaque principaux dans le sud. Kiev maintient également la pression dans le ciel russe en multipliant les attaques de drones sur son territoire et en Crimée occupée. Moscou affirme avoir déjoué des attaques nocturnes dans les régions de la capitale et de Bryansk. Côté ukrainien, au moins 2 personnes ont été tuées dans une frappe russe dans la région de Poltava, au centre du pays. Nous restons toujours en Ukraine après le refus par la Russie de renouveler l'initiative céréalière de la mer Noire qui permettait le passage en toute sécurité des céréales depuis les ports ukrainiens qui avaient annoncé la mise en place d'un couloir humanitaire unilatéral au début du mois.
dans l'espoir de permettre au cargo bloqué de naviguer à nouveau. Voici un reportage signé CGTN News. Le 18 août, le premier navire a emprunté le couloir humanitaire annoncé unilatéralement par l'Ukraine est arrivé sain et sauf dans le détroit du Bosphore en Turquie. C'était exactement un mois après l'échec de l'accord historique sur les céréales. Le 17 juillet, l'initiative céréalière de la mer Noire a été bloquée lorsque Moscou a annoncé qu'elle suspendait sa participation à l'accord. L'accord avait été négocié l'année dernière par la Turquie et l'ONU entre la Russie et l'Ukraine et permettait l'exportation en toute sécurité des céréales depuis les ports ukrainiens. La Russie avait insisté sur le fait que ses intérêts n'avaient pas été pris en compte lors de la mise en œuvre de l'initiative céréalière. Certains analystes soulignent qu'il n'est pas favorable pour Moscou que le corridor unilatéral de l'Ukraine réussisse. Le problème pour la Russie est que cette initiative bénéficie du soutien de nombreux pays occidentaux, notamment des États-Unis, de l'Union européenne et de tous les autres regroupements occidentaux. Donc si Moscou l'accepte, et certainement s'il l'accepte explicitement, c'est comme si la Russie s'inclinait devant quelque chose qui est formulé en Occident. Alors que l'accord sur les céréales a été formulé en réalité par l'ONU avec l'aide de la Turquie. Certains analystes politiques rappellent les risques en matière de sécurité qui inquiètent notamment les compagnies d'assurance. Nous savons qu'il y a des mines autour des ports de la mer Noire et certaines de ces mines se sont détachées. Il ne suffit qu'une mine ou une attaque comme celle du 13 août pour que les assureurs disent qu'ils refusent tout simplement d'assurer le navire. Une fois qu'ils ont dit cela, le couloir est mort, s'ils disent cela. Gareth Jenkins fait référence à une attaque menée par Moscou sur un navire à destination de l'Ukraine, juste au large des côtes turques. La Russie a affirmé que l'opération avait été effectuée à des fins d'inspection et qu'aucun blessé n'avait été signalé. Pendant ce temps, pour les dizaines de navires marchands bloqués dans les ports ukrainiens depuis février 2022, l'impact économique est important. L'impact de ces situations sur les entreprises englobe la valeur totale du navire s'il ne peut pas reprendre la navigation, ainsi que les pertes subies pendant la période de non-exploitation. Si le navire reprend effectivement la navigation, cela englobe les coûts d'entretien nécessaires à sa remise en service et les pertes subies pendant la période de non-exploitation. Néanmoins, les ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine et de la Turquie conviennent également que les solutions d'exportation autres que l'accord sur les céréales de la mer Noire sont moins optimales, comme ils l'ont annoncé vendredi lors d'une conférence de presse conjointe à Kiev. Bien qu'aucune date n'ait encore été annoncée, le Kremlin a confirmé qu'une prochaine rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine était prévue. L'accord sur les céréales sera probablement un sujet de discussion important, comme plusieurs autres questions, si la réunion a bel et bien lieu. Nous irons cette fois-ci au Soudan. Al-Burhan promet de neutraliser les paramilitaires. Le moment n'est pas aux discussions. Nous nous concentrons sur la guerre, a-t-il déclaré. Voici un reportage signé Africa News. Le chef de l'armée soudanaise a appelé lundi à Port-Soudan à en finir avec la rébellion des paramilitaires. Le général Abdel Fattah al-Burhan est sorti il y a quelques jours du quartier général des forces armées où il était assiégé depuis le 15 avril par les forces de soutien rapide. Je confirme que mon départ du quartier général s'est fait sans aucune aide et que je ne suis pas sorti au prix d'un accord quelconque. Il s'agissait d'une action militaire menée par les forces armées. Et quiconque affirme qu'il y a eu un accord se fait des illusions. Nous ne sommes pas d'accord avec les traîtres ou ceux qui ne font pas partie du peuple soudanais. Le chef de l'armée soudanaise dit avoir quitté Khartoum jeudi grâce à une opération menée par ses troupes. Nous sommes fiers que nos frères de la marine aient participé à cette opération, ainsi que ceux de l'armée de l'air et des forces terrestres. Nous avons enregistré au cours de cette opération 2 martyrs. À Port-Soudan, al-Burhan a exclu toute possibilité de dialogue avec les forces de soutien rapide de son rival, le général Daglo.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé. Volodymyr Zelensky a mis en garde contre la possibilité d'une confrontation prolongée avec la Russie, citant Israël comme un modèle de résilience. S'adressant à la journaliste Natalia Mositchuk dans une interview publiée sur YouTube. Voici un reportage signé I24 News. Apprendre à vivre avec le conflit, comme le font les Israéliens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky met en garde ses compatriotes contre la possibilité d'une confrontation prolongée avec la Russie, citant Jérusalem comme un modèle de résilience. Nous sommes prêts à poursuivre le combat pendant une très longue période tout en minimisant le nombre de victimes, comme en Israël par exemple. Nous pouvons vivre avec cela. À l'instar de Jérusalem, Volodymyr Zelensky a exprimé son souhait de recevoir des garanties de sécurité de la part de Washington. En revanche, contrairement à Israël qui mène des opérations antiterroristes en Cisjordanie, Volodymyr Zelensky estime que Kiev ne peut pas mener le combat sur le territoire de l'ennemi russe. Le président ukrainien redouterait la perte du soutien de ses alliés et un risque d'isolement pour son pays. Par ailleurs, en Russie, la théorie du complot est apparue la semaine dernière sur le site internet du journal La Pravda, sous le titre « Volodymyr Zelensky se venge sur son peuple pour les pogroms juifs ». Selon les auteurs de l'article, le président ukrainien ferait payer à ses compatriotes le prix des crimes perpétrés contre les juifs au XXe siècle en les envoyant au front. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de prod, la réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich d'Orelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps à Boston, température 72 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius. Jacmel, 92 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Urban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Excellent lundi, joyeuse semaine, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich d'Orelas.